Il y a près de 1000 ans, un homme réunit une armada de 15 000 combattants. Il avait pourtant fait de la Normandie une riche et puissante contrée. Mais la haine était à sa porte. À la fois moqué, haï et envié, il portera l'ambition jusqu'à concevoir un projet fou, mais très lucidement organisé. Envahir l'Angleterre et devenir roi. Ce pourquoi il entrera dans l'histoire sous le nom de Guillaume le Conquérant. Que reste-t-il de son histoire? Elle est maintenant en partie effacée, oubliée, ruinée. Restent des traces. Et c'est ainsi que le rêve devient monde et le monde devient rêve. Ça aurait pu être un petit peu plus haut encore. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais bon, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'était véritablement la nuque complètement dégagée. On le voit sur la tapisserie Bayeux. Ils ont complètement la nuque dégagée. Vraisemblablement, ça devait aider à porter le casque, le couvre-chef qui allait en dessous. Notre récit commence par une petite énigme. On n'a jamais pu savoir la date exacte de la naissance de Guillaume. Il est communément admis qu'il est né à peu près en 1027. Ce dont on est certain, c'est qu'il a été élevé à Falaise, en Normandie, dans le château de son père, Robert le Magnifique. Ce père est influent. C'est le duc de Normandie. Quant à sa mère Arlette, une fille de Falaise, elle n'appartient pas à la noblesse. Guillaume est donc considéré comme un bâtard. Mais comment comprendre ce cérémonial si compassé? Quel est donc le projet de Robert le Magnifique? Avant de partir en pèlerinage, Robert le Magnifique, le duc qui dirigeait la Normandie dans les années 1030-1035, l'a intronisé officiellement alors que le petit Guillaume avait 7 ans, et là, il hérite d'un duché, avec théoriquement des notables qui l'ont reconnu, mais qui vont ne pas tenir leur engagement. Un genou à terre, mes lèvres lui diront ma soumission. Et déjà mon cœur n'est animé que d'un rêve. Abattre Guillaume le bâtard. Les Normands, dès la mort de Robert le Magnifique, ont contesté le jeune Guillaume. Pour 2 raisons. La première, parce qu'il était bâtard et que ce n'était plus à la mode comme au siècle passé, où pratiquement tous les ducs de Normandie étaient de naissance illégitime. Et d'autre part, parce que c'était un enfant et qu'un certain nombre d'ambitieux oncles de Guillaume revendiquaient le pouvoir. À un moment donné, vers les années 1045, on a tenté de l'assassiner. Nous, Et ça s'est passé à Valagne. seigneurs d'Arc, de Brionne et de Tesson, jurons ici au péril de notre vie d'abattre Guillaume et de le laisser mort. Sur notre âme, nous le jurons. Heureusement, à Valogne, il y avait un bouffon, qui était évidemment un intime de Guillaume, qui s'appelait Gol, qui a surpris les propos des complices et des futurs assassins. Aussitôt, il est allé réveiller le duc qui était déjà couché et il lui a intimé l'ordre de partir le plus vite possible en prenant juste un manteau et de sauter à cheval, sinon il allait se faire assassiner dans les minutes qui suivaient. Guillaume s'est enfui, a chevauché toute la nuit en direction de Falaise. Il a dû traverser le gué de la baie d'Évé, qui était extrêmement dangereuse, à ses risques et périls. Il va traverser le Bessin en évitant les villes où il pourrait y avoir des complices. Il traverse la forêt de Beugeville. Cette fuite a en partie forgé le mythe de Guillaume, un jeune homme courageux et volontaire, bâtard et solitaire, capable de chevaucher plus de 150 km, des tueurs à ses trousses.
Les textes d'alors transforment l'événement en légende, mais peinent à authentifier les faits. À un moment, le cheval de Guillaume a-t-il pris peur? Mais peut-être Guillaume a-t-il été désarçonné? Et s'il n'y avait jamais eu de rivière à traverser? Que peut dire l'historien avec certitude? Et d'ailleurs, que sait-on de Guillaume? C'était il y a si longtemps. À quoi ressemblait-il vraiment? On a évidemment des portraits de Guillaume du XIVe, du XVe, du XIXe siècle, même des statues comme celle de Falaise. Mais là, c'est une vision plus ou moins romantique du personnage qui n'a rien d'historique. Guillaume n'a jamais douté de sa propre légitimité. D'ailleurs, la plupart des ducs de Normandie avaient été issus de mariages illégitimes. Donc, par conséquent, il était dans le droit fil de ses ancêtres. Et il a donc considéré que ceux qui attentaient à sa légitimité étaient donc des rebelles et qu'il avait le devoir de les châtier pour cela. Guillaume se réfugie à Falaise et là, à 18 ans, il va prendre sa première initiative politique. Il va faire appel à son suzerain, le roi de France. Et ainsi, grâce à lui, il va pouvoir abattre les complices qui ont voulu lui prendre le pouvoir. Ce sera la bataille de Vallée-Une. Guillaume et le roi vont affronter les 1000 à 2000 guerriers commandés par ces barons rebelles aux noms enchanteurs, Rainulf de Brixard, Grimou du Plessis, Amon le Dentu. Les historiens considèrent que ce fut une grande bataille et que ce fut pour Guillaume l'occasion de faire ses premiers exploits. On raconte même que la bataille fut si terrible et le massacre si important que la rivière de l'Orne était rouge de sang. Guillaume s'installe à Caen, y établit son château et veut faire de cette ville une capitale de la Basse-Normandie. Bien difficile aujourd'hui de se repérer dans ce dédale de ruines. Quel élément est contemporain de Guillaume? Les remparts, les fossés, le donjon, la terrasse d'artillerie ne sont que succession de modifications effectuées au cours des siècles. Sur le sol, pourtant, des traces nous livrent une piste pour imaginer le château et le bourg tels que peut-être ils pouvaient être en l'an 1000. Peut-être. Un château, la paix, la richesse. Manquerait une épouse pour parfaire le tableau d'une vie idéale. Je suis le duc de Normandie et je veux embrasser ma femme. Guillaume et Mathilde forment un couple, comme il y a peu d'exemples au Moyen-Âge. Ils ont été fidèles l'un à l'autre toute leur vie, et on ne connaît aucun bâtard, ni aucune maîtresse à Guillaume. Il a choisi Mathilde, la fille du comte de Flandre, qui est un des personnages les plus puissants de l'époque, et en plus, Mathilde descendait des rois de France et des Carolingiens. Donc, il s'alliait, lui, le bâtard, à une fille de haute lignée royale. Dépêchez-vous, il y a 200 personnes qui vous attendent. Ce mariage a été annoncé et parvenu jusqu'à Rome. Et là, le pape, Léon IX, n'a pas admis ce mariage parce qu'il y avait des raisons de consanguinité entre Guillaume et Mathilde au 5e degré. Et de ce fait, il a interdit ce mariage. Cela n'a nullement empêché Guillaume de se marier. Il a épousé Mathilde, soit en 1050, soit en 1051, àEu, à la frontière du duché de Normandie. Guillaume est un bâtisseur. Avec Mathilde, il fait édifier à Caen l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames. Autant d'actes d'allégeance qui plaisent beaucoup à Rome, là-bas, chez le pape Nicolas II, avec lequel Guillaume s'est réconcilié. Faut-il alors imaginer que pour Guillaume, l'histoire ici se fige? Bon mari et bon père, pieux chrétien, constructeur à ses heures, Guillaume serait-il devenu un notable de province? Non, la routine n'est pas de mise et la surprise va venir d'Angleterre.
Édouard le Confesseur est remonté sur le trône après un exil de 28 ans en Normandie. Il n'a pas d'héritier et il va donc choisir Guillaume comme son héritier. Et donc, il ne choisit pas son beau-frère, l'anglais Harold. Harold, en 1064, va hisser la voile pour venir rencontrer Guillaume. Et là, en débarquant sur les côtes du Ponthieu, au nord de la Normandie, il va être fait prisonnier et Guillaume va le faire libérer. C'est d'ailleurs à ce moment-là que commence la tapisserie de Bayeux. Trésor de l'humanité, boîte de Pandore pour tout historien, œuvre de propagande, mais aussi bouleversant témoignage des gestes de l'époque, la tapisserie de Bayeux nous renseigne sur ce qui va suivre et bousculer la vie de Guillaume, et pas seulement la sienne. On sait que la tapisserie de Bayeux était exposée tous les ans, au début du mois de juillet, pour la fête des reliques, dans la cathédrale de Bayeux. On l'étendait dans la nef, ainsi elle était visible entièrement par le public qui venait dans la cathédrale. La foule se presse pour revivre les aventures de Guillaume et d'Harold. Les voilà partis guerroyer ensemble en Bretagne. Il semble qu'une relation d'amitié se serait nouée entre les deux hommes. Mais Guillaume se méfie de l'ambition Harold et lui demande de prêter serment sur des reliques pour lui promettre de lui fournir son appui à la succession d'Angleterre. Vraisemblablement, le serment a lieu dans la crypte de la cathédrale de Bayeux. Depuis 1000 ans, la crypte est toujours là, identique. Hormis des peintures qu'un œil mal avisé pourrait estimer d'époque, mais qui furent ajoutées 400 ans plus tard. Le texte du serment est authentifié. Il a été transcrit d'après les témoignages de plusieurs participants à la cérémonie. Per hunc sacramentum, ego Harold. Par ce serment, moi, Harold, Eduardi Regis, je serai le représentant du duc Guillaume quam Deo supererit, à la cour de Monseigneur le roi Édouard, tant que ce dernier vivra. enitar quanto Je ferai tout ce qui dépend de moi pour qu'après la mort d'Édouard, le royaume d'Angleterre soit remis entre ses mains. Per immixtionem manum te militem accipio. De retour à Londres, Harold va bientôt assister aux derniers instants d'Édouard le Confesseur. Celui-ci, sur son lit de mort, va lui confier le royaume d'Angleterre. C'était un roi faible qui avait promis son trône à plusieurs personnages, si bien que plusieurs personnages pouvaient se sentir légitimes. On a beaucoup de raisons de penser qu'au dernier moment, moment de sa mort, il a désigné Harold comme son successeur. Et c'est ce que montre précisément la tapisserie. Édouard meurt le 5 janvier et dès le lendemain, Harold se fait immédiatement couronner roi. La nouvelle se répand très vite en Angleterre et elle passe immédiatement en Normandie, en raison du grand nombre d'espions qui sont sur le sol anglais, et Guillaume est très vite informé. Édouard est mort. Et Harold s'est fait couronner roi. Malgré son serment. Usurpateur. Parjure. Usurpateur. Parjure. Usurpateur! Parjure! Usurpateur et parjure!
on peut se poser la question de savoir si Harold était vraiment parjure. On peut le discuter, certains l'ont discuté. Les sources, en effet, sont relativement nombreuses. Dans les scriptoriums des monastères crisse la plume des grands auteurs médiévaux, Guillaume de Poitiers ou Guillaume de Jumièges, Orderic. Oui, Orderic Vital, moine anglo-normand de son état. Et en plus, on a une autre version des faits, celle de Vasse, qui est un auteur normand, qui a rédigé le roman de Roux. Ce texte de Vasse a été rédigé environ un siècle après les événements. Mais il s'appuie sur le témoignage de son père, qui était présent à la bataille d'Hastings. Il nous donne des informations que nous ne connaîtrions pas par d'autres sources. Le duc se réjouissait et il était heureux de l'étendard et de l'autorisation que le pape lui avait donnée. Il fit venir des forgerons et des charpentiers. On charrie des matériaux de construction, on apporte du bois, on fait des chevilles et on aplanit des planches. On équipe des navires et des bateaux, on tend des voiles, on dresse des mâts. On s'activa beaucoup, on dépensa beaucoup et on mit tout un été et tout le temps d'une moisson à équiper la flotte et à rassembler les troupes. Dans la seconde quinzaine d'avril, un événement exceptionnel va se produire dans le ciel d'Occident. Que signifie ce signe dans le ciel? Je sais pas. Ma, non capisco. Hé, toi le flamand! Ik weet het niet, ik heb nog nooit zoiets gezien. On sait depuis que c'est la comète de Halley. Elle a brillé dans le ciel pendant une quinzaine de jours. Elle annonçait, pour les gens de l'époque, un grand malheur, voire un changement dans le destin des royaumes. Pour son seigneur doit-on souffrir comment? La présence de Taillefer, personnage quelque peu exalté, vociférant sans cesse la chanson de Roland, est attestée par Vasse, l'historien normand. Et moi de Durandal? Taillefer, qui chantait fort bien, précédait le duc en chantant les exploits de Charlemagne et de Roland et des vassaux qui moururent à Roncevaux. Ce fut l'épée d'un bon soldat. On joue à la guerre sans arriver à y croire vraiment. Guillaume déplace ses pions plus au nord, dans la baie de Somme, à Saint-Valery. Il attend toujours le vent favorable. Les hommes sont venus de loin, parfois de très loin, pour vous rejoindre. Ils sont prêts à se battre, mais l'inaction leur pèse. Les cas d'insubordination et d'indiscipline se multiplient. Ces hommes sont tous volontaires. Que ceux qui veulent renoncer partent, nous n'avons que faire des faibles. Vous devez annoncer ou que l'expédition est reportée au printemps prochain ou que nous embarquons demain. Sinon, tout ce à quoi vous avez travaillé pendant des mois sera un fiasco. Au prochain printemps, ce sera trop tard. Et demain, c'est trop tôt. La traversée sera un succès, mais nous devons attendre encore. Guillaume demeure 2 semaines en baie de Somme et il attend que le vent favorable souffle du côté de l'Angleterre. Le 28 septembre au matin, le vent tourne et permet à Guillaume d'embarquer. Mes amis, Dieu a décidé que l'heure est venue de rendre la justice. Ah! Pour un historien qui a voué sa vie de chercheur à l'épopée de Guillaume, la traversée de la Manche par l'armada normande reste un moment sans cesse pensé, imaginé, rêvé. Mesdames, Messieurs, dans quelques
instants, nous entrerons dans le tunnel sous la Manche. La traversée prendra une vingtaine de minutes environ. A few moments we are entering the Channel Tunnel Transit. Mes amis, l'heure est proche. Nous allons prendre ce qui est à nous. Vous êtes prêts, mes Normands? Dioxide! Dioxide! Personne n'attendait les Normands au débarquement, et justement, ça faisait partie du programme de Guillaume. Il sait en effet que Harold a fait monter toutes ses troupes à la rencontre du Norvégien, et à Stamford Bridge, le 25 septembre, il y a une terrible bataille où pratiquement tous les Norvégiens ont été éliminés. Et justement, Guillaume a profité de cette absence de troupes dans le sud pour débarquer en toute tranquillité. Il débarque sur la plage de Pévincé. Dès le lendemain, les troupes terrestres vont donc passer à travers les terres, tandis que la flotte de Guillaume va rejoindre un petit port au pied de la falaise d'Hastings. Dès lors, le petit village d'Hastings devra son universelle renommée à Guillaume. Pour des siècles et des siècles. Du côté anglais, les hommes aux cheveux longs se sont regroupés au lieu-dit du Pommier Gris. Fatigués mais galvanisés par leur combat victorieux avec les Norvégiens, ils s'apprêtent à reprendre les armes. Encore et encore. The army of King Harold was akin to what we normally consider to be the feudal army. There were two main parts to it. One were his own household, which was essentially the aristocracy of England, who held their land on the basis of military service and personal loyalty to King Harold, and they are usually called the housecarls of the king. But crucially, in battle, they didn't fight on horseback like cavalry normally fight. They dismounted and they fought with the sword and the axe like the Norman infantry. Alongside the housecarls, there was the Anglo-Saxon word third, in other words, the feudal levies, and the words are linked, who were the normal country people of England who owed their own tenure to their lords who owed their tenure to the king. They had the duty of turning out for so many months or so many weeks every year to fight for the king. And one of the problems with Harold's army, as indeed with feudal armies later on, is that that right only lasted for 6 weeks or 2 months. So there's a point at which the third was called, was assembled, was ready to fight, and after so many months they went home again. So Harold had some limitations there. It's probable that if Harold had waited 2, 3, 4 days, and no more than that, to assemble a force that was significantly bigger and significantly better rested than the force he actually fielded at Hastings, then he might have triumphed, and English history would look rather different. Les Anglais se sont astucieusement installés au sommet de la colline, qui dominait d'une quarantaine de mètres la plaine, et Guillaume s'est évidemment installé au pied de cette colline pour pouvoir manœuvrer. Ces troupes sont là-haut! Cette terre nous appartient! Ce soir, Dieu sera roi! Et vous serez tous barons! Seigneur Guillaume, je vous ai longtemps et fidèlement servi.
Pour toute récompense, je vous demande ceci. Accordez-moi le premier coup de la bataille. Va, Taillefer. Je te dois bien ce prix. Et si tu meurs, c'est nous qui chanterons ta gloire. La bataille a commencé à 9 h du matin, comme nous le dit Guillaume de Poitiers. Les Normands vont d'abord engager leurs archers, qui vont s'avancer le plus près possible, mais à peine sont-ils à portée de flèches, si je puis dire, environ 40 à 50 mètres, ils reçoivent du haut de la colline des jets de javelots qui provoquent de nombreux blessés. Guillaume comprend à ce moment-là qu'il ne va rien obtenir avec ses archers. Donc il va lancer ses fantassins. Le champ de bataille nous éclaire sur les mœurs de l'époque. On découvre qu'Odon, le demi-frère de Guillaume, a troqué la soutane pour la cotte de maille. Évêque, il n'a pas le droit de verser le sang, l'épée lui est interdite. Mais le gourdin est toléré. Pendant vraisemblablement 1h30 à 2 heures, Guillaume va lancer fantassins et cavaliers à l'assaut de la colline, mais ils ne pourront pas prendre pied sur la colline parce qu'ils sont bloqués par ces nuées de javelots et de traits de toutes sortes qui sont lancés par les Anglais. Guillaume de Poitiers, l'historien, le biographe de Guillaume le Conquérant, dit que la nuée était si intense qu'elle masquait les rayons du soleil. Il exagère peut-être un peu de façon épique, mais cela indique bien que les Anglais avaient les moyens de tenir à distance les Normands. Et c'est ce qu'ils réussissent à faire pendant les 2 premières heures. Ce qui se passe par la suite, c'est un incident dû à une manœuvre audacieuse que les Bretons étaient chargés de faire. Ils s'avancent le plus près possible de l'aile anglaise, et à un moment donné, ils vont provoquer ce qu'on appelle une fausse fuite. It was a ruse. William's soldiers appeared to turn back, to retreat from the shield wall of the Anglo-Saxon housecarls, which hitherto had been impregnable. So the pretense on the part of the Normans to give up, to retreat, to run away, tested the discipline of the Anglo-Saxon army to breaking point. And there was a moment when they broke their wall, they ran down the hill, and of course, by doing that, they exposed themselves to attack by men on horses armed with lances, and were extremely vulnerable. Guillaume, qui s'est avancé sur son cheval pour diriger l'opération extrêmement délicate de la fausse fuite, reçoit et est bloqué parce que son cheval est tué par un javelot anglais. Le cheval s'écroule, roule sur Guillaume le Conquérant. La chute de Guillaume va être l'un des grands moments de la dramaturgie de la bataille d'Hastings. C'est le genre de choses, quand on est chevalier, que l'on s'empresse de raconter dès que l'on retrouve sa bien-aimée. Guillaume devient son propre historien. On me croit mort. La fausse fuite de mes valeureux Bretons entraîne la fuite de toute l'armée qui croit tout perdu. Si je n'interviens pas très vite, ce sera un désastre dans lequel nombre d'hommes périront en vain. Il me faut renverser le cours du destin. Je me relève, sans prendre le temps de parler, je renverse le chevalier le plus proche de moi, j'enfourche son cheval.
Et c'est comme si plus rien n'existait d'autre que l'épopée d'un héros, fatalement seul contre tous. Je retire mon casque et je montre à tous que je suis bien vivant. Voyez-moi tous. Dieu aidant, je vaincrai. Vous abandonnez la victoire pour courir à votre perte et à une perpétuelle infamie. Quel chemin s'ouvre à votre retraite? Si vous fuyez, aucun de vous n'échappera à la mort. Alors les fuyards font demi-tour. Et là, vraisemblablement, une nouvelle phase va se produire, identique à la première, c'est-à-dire que Guillaume va relancer ses archers, ses fantassins et ses cavaliers. Et on peut dire de 1 heure ou 2 heures jusqu'à 3 heures de l'après-midi, c'est le même échec pour Guillaume. Il fallait en effet nettoyer le terrain, enlever les morts, les cadavres de chevaux, les blessés, réalimenter en armes, en javelots, en traits, en lances de toutes sortes. Il fallait aussi qu'il se redonne un certain nombre de forces pour permettre de remonter à nouveau à l'assaut. One of the problems with Harold's army was the lack of archers. And it's very difficult to explain that because archery was a perfectly common thing in England, just as it was in Normandy. And one of the, not strategic, but tactical advantages William had, as we all know, was the large company of archers he brought with him and the effect they had on the battle. Si on regarde bien attentivement la tapisserie de Bayeux, on voit sur la tapisserie de Bayeux qu'il y a un personnage qui s'appelle Harold qui reçoit une flèche dans l'œil, et juste à côté, on voit un chevalier qui est en train d'amputer un autre personnage de sa cuisse, et c'est une seconde représentation d'Harold. And once the king was dead, the idea of the state in Anglo-Saxon England was not strong enough to hold this mass of people together. So with the death of the king, all loyalty to a common cause breaks apart and disintegrates. And at that point, the dispersal of the English army is inevitable. There's no one there to hold them together. The king and his 2 brothers have both been killed, and the Normans rule the field. Il est difficile d'évaluer les pertes de part et d'autre. On sait qu'il y a eu un massacre des 2 côtés, vraisemblablement, peut-être quelques 3000 morts du côté anglais, 2000 morts du côté normand, breton et français. Donc ça a été véritablement une bataille très dure qui a duré de 9 h du matin jusqu'à peu près 18 h le soir. C'est une des grandes batailles du Moyen-Âge qui a changé le sort de l'Angleterre, évidemment. À partir de ce moment-là, au lieu de se précipiter vers la ville de Londres, Guillaume va faire un mouvement de manœuvre tout autour et il va provoquer massacre et incendie pour terroriser la population. Et ce qui se produit, c'est ce qu'il attendait. Les aristocrates et les habitants de Londres vont venir faire leur soumission quand Guillaume va s'approcher de la ville. Here the sources differ quite significantly. And my own belief is that London didn't surrender as easily as it is usually assumed, and that there was actually a siege of London. In other words, London was captured by assault and not simply by surrender. So the Roman walls of London and defended by the Anglo-Saxon nobility in support of Edgar the Atheling, the Anglo-Saxon claimant to the throne once Harold was dead, put up a pretty fierce resistance. It's slightly surprising that we don't hear more about the siege of London in the Chronicles, and the really sad thing is that the Bayeux Tapestry is cut off at the wrong moment. And I suspect it's true that the Bayeux Tapestry actually had another 20 foot showing the capture of London at the end of it. Vertige d'une saga en forme de propagande qui s'interdira d'évoquer les pillages, les viols et les assassinats de l'armée normande, qui taira le sanglant siège de Londres et oubliera le pathétique couronnement de Guillaume sur le trône d'Angleterre, qui pourtant fut répété et mis en scène pour éviter tout dérapage. Ô Sérénissime Guillaume,
grand et pacifique roi, couronné par Dieu. Je jure fidélité. Fidélité. Vous comprenez pourquoi vous devez apprendre ce texte en anglais. Puis, vous irez vous asseoir sur ce fauteuil qui vous attendra. Et Monseigneur Eldred vous présentera le sceptre et la couronne. Le sceptre et la couronne. Demain. Demain, le sceptre et la couronne attendront demain. N'ouvrons pas la porte à quelque malheur en posant cette couronne sur votre tête ce soir. Why did William want to come so much? Why did he make this huge effort to capture England? Because England was very rich. The City of London was already a very important international port because the kings of England had had to pay off the Danes all the time with Danegeld. They were very good at raising taxes. They actually raised the money, revenues from their land. So it was a very attractive land for William. The population of London was the biggest of any English city, so large areas within the Roman walls were open land, they were vegetable gardens, they were fields, there were churches, there was some vestige of the Roman street plan, but not very much. But actually, most of the commerce of London took place in an area which was outside the walls, to the west of London, which is called by the Anglo-Saxon Chronicle and by archaeologists today, London Wick. And that is where the main centre of commerce and population existed. And then just further west of that, there was Westminster Palace. And that's where the political power and the commercial power actually lay. Comme la ville de Londres était un enjeu très important, que la population était nombreuse, que Guillaume pouvait craindre une révolte, il a fait bâtir aussitôt des fortifications. Le plus important, c'est celui qu'on appelle la Tour de Londres. It's an absolutely magnificent building. He builds it in the corner of the Roman wall at London. The corner, the eastern corner, so that it dominates both the city and it would be enormously dominant to anyone who approached London by ship up the River Thames. So they would come along the Thames, imagine merchants from the Empire, from Scandinavia, from France, ambassadors coming from, say, the Emperor or Flanders. They would come up the Thames and they would see this magnificent building. It was built out of Caen stone, and we know that it was lime-washed. That's why it was called the White Tower. The one side that wasn't magnificent was the north side, which didn't really matter. And all the toilets were designed so that they gave out onto the north side. So the entire tower is this magnificent white tower, but I'm afraid on the north side would have been rather spoiled by the effects of guardrobes. But they didn't worry about that. What matters is the three facades that people were really supposed to see. And it was tucked into a bit of the Roman wall. He used the Roman wall, which still existed, almost as if William was Caesar. And it's undoubtedly true that one of the reasons why the Norman conquest was a success was the proliferation of castles during William's lifetime, during the first years after the conquest, on the initiative especially of the king and his great nobles such as William Fitz-Osbern, William de Warenne and so on, who built castles to control England in a very, very solid kind of way.
And their example was taken up by the lesser nobility as decade followed decade. After William's death, more were built. And by 1100, it's believed that there were about 500 castles in England, whereas before 1066, there had been about 5. Le problème de Guillaume, c'est qu'il ne peut pas être à la fois en Normandie et en Angleterre. Hein. Et quand il est en Angleterre, eh bien, souvent, les Normands ne se révoltent jamais, mais souvent, ce sont les gens du Mans, les Angevins, les Bretons qui se révoltent, si vous voulez. Et à l'inverse, quand il est en Normandie, il réussit à mater toutes ces révoltes, mais ce sont les Écossais, les Gallois qui attaquent l'Angleterre. Il y eut des révoltes incessantes, et là, le joug normand s'est imposé avec une férocité incroyable. Il y a eu des massacres, en particulier dans le nord, et pendant 3 ans, Guillaume est allé d'une région à l'autre avec une armée pour massacrer des populations, quelquefois des populations innocentes. On peut dire qu'en 1072, tout était rentré dans l'ordre, mais un ordre imposé par la terreur. Guillaume devient vieux, il devient gros et perd la confiance de ses proches. Odon est le bras droit de Guillaume le Conquérant pendant des années. À chaque fois que Guillaume vient en Normandie, c'est lui qui joue le rôle de vice-roi, qui gouverne au nom du roi. C'est donc un personnage extrêmement important, qui n'est sans doute pas beaucoup aimé, parce que c'est un personnage très autoritaire, c'est un personnage qui aime le faste, la richesse, hein, mais néanmoins, il gouverne l'Angleterre de façon efficace. Seulement, à un moment donné, il va prendre trop de liberté vis-à-vis du roi. Bon, on n'est pas absolument sûr des circonstances, mais il semblerait qu'il ait voulu monter une expédition de son propre chef pour aller à Rome, peut-être en renverser le pape, peut-être se faire élire pape lui-même, on ne sait pas trop. Mon frère, à qui j'avais confié le soin de mon royaume, a opprimé les pauvres pour un espoir frivole. Il a détaché de mon service un grand nombre de chevaliers. Et quand son frère l'apprend, eh bien, il est ulcéré. Et donc la scène se passe dans l'île de Wight. Il est sur le point de faire voile, de partir, et Guillaume le rattrape dans l'île de Wight, et il ordonne qu'on arrête son frère comme rebelle. Saisissez-vous de cet homme qui trouble la paix. Alors personne n'ose le toucher parce que c'est un personnage tellement important. Nul ne peut condamner un évêque sans le jugement du pape. Alors c'est Guillaume lui-même qui met la main sur l'épaule de son frère et qui dit « Ce n'est pas l'évêque que j'arrête, mais le comte de Kent qui dépend de moi !» Sortez! Sortez tous! Et il a été arrêté, emprisonné à Rouen, et il est resté emprisonné jusqu'à la mort de Guillaume, hein, pendant 5 ans, donc de 1082 à 1087. Toi aussi, l'enfant. Tout son règne s'écoule pendant 20 ans, hein, entre 1066 et 1086. Donc on arrive ici à la fin du règne, et à la fin du règne, il éprouve le besoin de mieux connaître son royaume pour toutes sortes de raisons, mais en particulier pour des raisons fiscales, hein, pour savoir quelles sont les sommes qui sont dues par tel ou tel seigneur, tel ou tel domaine, telle ou telle ville. Et alors, il va donc procéder à une grande enquête. Il va envoyer des enquêteurs dans tous les comtés d'Angleterre. Et le résultat de cette enquête va être transcrite dans un grand livre, hein, qu'on appelle le Domesday Book, donc en anglais Doomsday Book, c'est-à-dire le livre du jugement dernier. Ainsi, le roi Guillaume pouvait connaître son peuple jusqu'au dernier de ses habitants, comme le Christ au jugement dernier. Le Domesday Book peut également être résumé sur le ton d'un inventaire un peu farfelu. Mr. Smith possède 12 lapins. On dénombre 2500 cochons à Chester. Les poules de Miss Charleston n'ont pas pondu d'œufs en l'an de grâce 1072. 3 veaux sont morts noyés à Grimsby. Les 80 vaches de Mr. Wesson ont produit 1000 litres de lait. Tiens, un cheval. La ville de Lewis compte 412 habitants, Southampton 5433, Liverpool 2987, Keynes... Le 1er novembre 1083, Mathilde meurt à Caen. Elle est enterrée
à l'abbaye aux Dames qu'elle a fondée. Pour Guillaume, c'est une terrible nouvelle, car sa fidèle collaboratrice le quitte, le laissant seul avec les conflits à résoudre, en particulier avec un de ses fils, son aîné, Robert Courteuse. Plus vite. À toi. Taille. Taille. On va. Ah, on va. Quand vas-tu te décider à aller chez le barbier, mon fils? Va-t-il que je le fasse moi-même? À l'automne de sa vie, Guillaume va toujours entrer en conflit avec le roi de France. Il s'agit maintenant de Philippe Ier, le fils d'Henri Ier, qui veut reconquérir une partie du Vexin qui avait été concédée aux Normands. Cette région est une région frontalière qui est depuis très longtemps disputée entre France et Normandie. Et en 1087, Guillaume va tenter une opération pour mettre la main sur le Vexin. Qu'a dit le roi de France? Le roi de France, Seigneur Guillaume, a appris que Qu'a-t-il appris? que vous ne pouvez plus guerroyer. Et va-t-il falloir que je t'arrache les mots de la bouche? pardonnez-moi, Seigneur Guillaume. Le roi de France a demandé si le gros Guillaume allait bientôt accoucher. Quand j'irai faire mes relevailles, c'est sur ces terres que je les ferai. J'irai à Notre-Dame de Paris avec 10 000 lances en guise de cierge. Lors d'une expédition dans le Vexin français, Guillaume a eu un incident. Son cheval se serait cabré et il aurait été blessé au ventre par le pommeau de la selle. Transporté à Rouen, qui est la capitale, il a mis à peu près une semaine à mourir. Il a conservé jusqu'au bout toute sa lucidité. Ordéric Vital lui fait tenir un long discours dans lequel il reconnaît toutes ses fautes et il distribue son patrimoine, choisissant en particulier comme héritier Guillaume le Roux, son fils cadet, et non pas son fils aîné, Robert Courteuse. Donc jusqu'au bout, Guillaume a été un véritable homme politique. La couronne, mon fils, je ne peux vous la donner moi-même. Car c'est injustement que j'ai conquis l'Angleterre. Selon Ordéric Vital, Guillaume, sur son lit de mort, aurait admis avoir conquis l'Angleterre de façon injuste. Mais ce n'est pas dans le tempérament de Guillaume, qui a une haute conscience et de sa mission et de sa légitimité, de revenir ainsi sur son règne et en particulier sa conquête de l'Angleterre. Là, il faut reconnaître qu'Ordéric Vital a peut-être romancé l'histoire. Ce que j'ai acquis moi-même, au prix de tant de crimes, je le remets à Dieu seul. Seul l'archevêque de Canterbury pourra vous transmettre la couronne légalement. Appuyez-vous sur l'archevêque dans vos décisions. Hein? C'est le plus loyal des hommes. L'enfant m'a toujours fidèlement servi. Et il saura vous conseiller. Qu'est-ce que ce bruit? C'est l'office de Notre-Dame, Guillaume.
que la mère de Dieu me recommande à son fils. À ce moment-là, ce fut la panique dans toute la maison. Tous les barons s'enfuirent, ainsi que tous les clercs. Et les serviteurs s'en allèrent en emportant la vaisselle. Guillaume resta seul sur son lit de mort. Une fois mort, il a fallu le faire transporter par mer jusqu'à Caen, puisqu'il a voulu être inhumé dans l'abbaye qu'il avait fondée, à Saint-Étienne de Caen. Le tombeau de Guillaume renferme une dernière énigme. Pourquoi avoir fait dire aux conquérants qu'il aurait regretté d'être monté sur le trône d'Angleterre? Intuition de ce qui allait advenir? On raconte, mais qui dit vrai, que le fantôme de Mathilde et Guillaume erre parfois l'âme en peine dans la salle du trône. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la Normandie a perdu sa souveraineté et a été définitivement intégrée à la couronne de France en 1204. Que les Normands, installés en Angleterre, y ont pris femme et leur descendance est devenue anglaise. Que, 250 ans après la mort de Guillaume, l'Angleterre a envahi la Normandie, ouvrant une guerre qui a duré 100 ans. Et qu'en 1944, 878 ans après Guillaume, les Anglais et leurs alliés ont finalement débarqué en Normandie, renouvelant sur une plus grande échelle encore et en sens inverse l'exploit du Normand.